La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Siam, comment tu vas ? Très bien Mathieu, et toi ? Écoute, nickel, comme un vendredi quoi. Voilà, toi t'as l'air d'avoir un vendredi un peu sur les chapeaux de roue, moi c'est un vendredi de fin de semaine, donc ça va. Ouais. Aujourd'hui c'est particulièrement difficile là. Ouais, tu peux m'en dire un petit mot peut-être avant qu'on commence ? Ouais, carrément. Hier, on a vécu une soirée juste exceptionnelle. C'était le gala de Women of Influence, donc le 3e gala. C'était canonissime parce que je sais pas si tu te rends compte, mais Women of Influence a pris une ampleur assez particulière parce que maintenant on est parti déjà d'une à l'international, donc ça c'est un truc canon. Et que le réseau, on a commencé à 2 avec Florence. On était chez TechRox et on a fait un réseau de Women in TechRox et ensuite on a décidé de faire Women of Influence. Ensuite, Ludi et Farah se sont jointes à nous. Et tu vois, on était 2, 4, petit à petit. Et puis là, il y a plus de 3000 personnes qui nous suivent. Et hier, c'était hyper difficile parce que on a travaillé ce gala depuis le début de l'année et on n'avait sélectionné que 200 femmes. Alors toi, tu me dis, waouh, purée, 200 femmes. Autant te dire, c'était très difficile pour nous de les sélectionner. Et ce gars-là, il était juste canonissime parce que tu sais très bien que 2024, ce qui a été l'élément le plus marquant, en tout cas en France, ce sont les JO. Ouais. Et nous, on a fait un gala, mais topissime. Déjà d'une, on a eu l'immense joie d'accueillir Elisabeth Moreno, qui était notre marraine et qui a fait la keynote de Women of Influence. On a eu aussi l'intervention de Clara Chapaz à notre gala. Et puis, on a eu 2 tables rondes, mais alors, juste, je t'en dis pas plus que tu verras sur les réseaux. Okay. Et la première était en fait, c'était toujours autour des JO. Donc, on a fait une première table avec les championnes des JO. Il y en avait 4. Elles ont exprimé, il y a une thématique particulière. Ok. Il y avait qui, du coup, tu peux me dire les noms ? Il y avait Sarah Ouamoun, il y avait Sandrine Grouta. Il y avait Zakia qui est para-olympique et qui a un parcours mais exceptionnel, et il y avait Issaoura et donc du coup franchement c'était canon, mais dans la salle tu avais d'autres championnes, en fait elles étaient 20 en tout. OK. Donc c'était canon, et on a une autre table ronde qui était l'envers du décor et qui est le sujet actuel, c'est-à-dire la tech. Donc on avait la directrice de TV5 Monde, Hélène Zemmour, on avait également TDF, la directrice générale Gaëlle, qui nous a parlé, tu vois, de l'envers du décor, de chez TDF avec les pylônes électriques, etc., tout ce que ça avait mis en place. On avait également Bouteina, qui était l'ex-présidente de Clear Channel. Et on avait également Bintou, qui est la directrice des opérations de France Télévisions. Donc, tu vois, t'as un côté où t'as les JO, où t'as les championnes qui te disent c'est quoi le mindset, comment je fais pour gagner. Et de l'autre côté, nous, dans la tech, on explique comment ça s'est passé et toutes les difficultés, les cyberattaques et tout. Et en fait, les gens étaient bluffés parce que t'avais un moment qui était intense, qui était les JO, qu'on a tous eu. Et l'autre moment, le moment hyper, tu vois... Ouais. Notre vie, en fait, tu vois, sur lequel on va pouvoir échanger tous les deux, mais qui était vraiment la tech, en fait, et l'envers du décor de la tech. Oui, et puis sur la partie envers du décor, je pense qu'il est incroyable, c'est qu'on a tous quand même entendu ces histoires sur notamment la cérémonie d'ouverture qui était hyper risquée. Donc en fait, il y avait plein de choses à mettre en place d'un point de vue à la fois, je pense, physique et d'un point de vue cyber, en fait, enfin technique. Et donc toute cette partie-là, avoir l'envers du décor, c'est très cool. C'est un truc que j'aimerais bien avoir ici aussi. Tu vois, un moment l'envers du décor des JO. Je trouvais ça cool. Ouais, c'est clair. Il y a plein de sujets à échanger en tout cas là-dessus. Ok, bon écoute, trop bien, très content pour toi, ça devait être vraiment un gros truc, donc trop cool quoi. Pour commencer, maintenant Siam, est-ce que tu peux te présenter un petit aperçu de qui tu es en 3 phrases ? Alors moi, je suis une nana qui a démarré sa carrière professionnelle avec son premier ordinateur à l'âge de 12-14 ans. Franchement, maintenant, je sais plus. Ouais, je pense plutôt 12 ans. J'avais mon père qui m'a acheté mon premier ordinateur. Très curieuse de l'IT à l'époque.
mes copains n'étaient pas forcément curieux de l'IT. Puis j'ai décidé d'après d'évoluer dans l'IT, et donc j'ai été développeuse, j'ai été tech lead, architecte, chef de projet, responsable des études, DSI, CTO, et toujours autant passionnée par la tech. Donc t'as un parcours qui est hyper intéressant, parce qu'effectivement, comme tu l'as évoqué très vite là, mais j'ai envie de rentrer un peu plus en détail là-dessus. Tu as fait un petit peu toutes les marches de l'échelon en fait de la tech, j'ai l'impression, tu vois, parce que j'ai regardé un peu ton LinkedIn, j'ai vu que tu as été DSI chez qui est quand même c'est pas rien, tu vois, c'est une grosse boîte, je pense quand même. Et du coup, tu as commencé développeuse. Et tu peux me raconter un peu plus en détail ces différentes étapes, tu vois, et puis donc les différents postes, et puis après j'aimerais bien rentrer aussi un petit peu qu'est-ce que ça implique de passer d'un poste à l'autre, et puis revenir un peu sur ce qui t'a permis aussi d'avoir cette trajectoire. Bah, en fait, tu vois, le début étant moi, dans ma carrière, tout le monde me dit, est-ce que vous aimeriez finalement changer si jamais tu changeais quelque chose à ta vie, est-ce que tu voudrais changer quelque chose? Mais en fait, je te dirais non, parce que d'arriver à ces postes-là, j'ai pu accéder à ces postes-là parce que en tout cas, moi j'estime, hein, parce que j'étais développeuse. J'ai commencé par des logiciels, par des développements, par des prises de tête, par des boucles sans fin qui s'arrêtaient pas, par des minuits où tu te disais mais quand est-ce que tu vas t'arrêter, parce que tu trouves pas le bug. Donc voilà, et des collègues qui étaient canons. J'ai travaillé au démarrage chez Canal+, alors, juste pour te dire, moi j'ai jamais su que j'étais une nana dans la tech, hein. Moi je suis informaticienne, tu vois. Donc j'ai pas, on en parlera tout à l'heure si tu veux, de femmes-hommes, mais pour moi je suis une informaticienne. Donc j'étais dans un monde d'hommes, c'est sûr, mais voilà, j'ai toujours travaillé et j'ai pas fait vraiment attention à l'écosystème qui m'entourait. Et donc du coup, j'étais développeuse chez Canal+, j'ai fait pas mal de choses. Donc chez Canal+, ce qui était bien, c'est que j'étais développeuse, et en fait, le soir et les week-ends, Canal+ m'avait prise en tant qu'animatrice web, et c'est un peu bizarre ce que je vais te dire, mais démarrer Internet. Alors c'est honteux parce que 25 ans de carrière qui fait que il y a 25 ans Internet, on avait tous nos branchements qu'on faisait, on s'engueulait pour pas prendre la connexion les uns les autres. Donc t'imagines, c'est un peu l'époque dinosaure, mais c'était ça à l'époque. Et donc du coup, j'étais très curieuse, je cherchais pas mal de choses. Tu sais, je créais des logiciels, j'essayais de faire tester mes potes, on faisait des jeux en réseau. Mais voilà, donc du coup, franchement, je me dis en plus, je me dis si jamais on avait vendu ces jeux, franchement, je pense qu'on aurait été milliardaires aujourd'hui. Parce qu'on a vraiment créé des jeux super pertinents, parce qu'on s'appelait, on se disait non, mais mets tel piège, monte telle et telle chose. Et vraiment, tu sais, je me suis éclatée jeune développeuse. J'ai adoré mon métier de développeuse. J'ai adoré parce que j'ai fait partie donc moi j'ai travaillé chez Canal, j'ai fait un cabinet de conseil pendant 10 ans, et donc du coup j'avais des équipes, et moi je restais le soir avec les mecs, on bossait, et puis après on faisait des jeux ensemble, on créait des choses, on alimentait le jeu, on se challengeait, puis le niveau après quand on arrivait à la fin, puis les mecs ils disaient mais c'est terminé, mais t'as pas prévu l'émotion, on le redéveloppe. Tu vois, c'était canon, en fait, tu vois, cette époque-là. Et je me rends compte, là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est encore autre chose pour cette nouvelle génération. Mais nous, on n'avait pas de réseaux sociaux, donc il fallait bien s'amuser. Non, mais c'était cool, parce que du coup, tu développais vraiment des jeux. C'était avant de travailler, ou c'était en parallèle de ton travail? C'est ça que j'ai pas compris. Non, en parallèle. En parallèle, ouais. Très, très jeune, en fait. Tu vois, dès le départ, quand on a commencé à avoir un ordinateur, avec des potes, on l'a démonté, j'avais démonté les pièces, et puis je me rends compte que c'était nul. Moi, j'aimais pas ce métier-là, tu vois. Le hardware, Non, mais j'aimais pas, tu vois, j'avais des bonnes notes à l'école, mais j'aimais pas. Donc, je savais que j'allais pas aller là-dedans. Donc, j'ai commencé à développer, et le développement, moi, j'avais un mental d'algorithme. Donc, ça veut dire que tu peux mettre sur n'importe quel type de langage de programmation, et sans prétention aucune. J'étais vraiment très bonne. Et j'aimais bien et la base de données et l'algorithme. Et qui fait que tu vois, quand j'étais en conseil et que mon commercial me vendait chez le client, il me vendait en tant qu'experte, et moi je connaissais rien. Et j'étais là dans le commercial. T'en es sûr? Ouais, TJM, c'est tant. J'étais là. Et puis du coup, moi j'avais la pression, parce que présentation le vendredi, le mec il dit ok c'est bon je signe, et lundi il fallait commencer chez le client. Tout le week-end, il fallait que je lise ce langage que je connaissais pas en fait. On m'avait vendu en tant qu'experte, donc t'imagines, moi j'avais la pression. Et donc, du coup, j'apprenais le week-end. Et après, c'est vrai que moi, je me challenge, et j'essayais tout le temps d'être excellente dans mon domaine.
Et donc, bah voilà, j'ai appris plein de langages de programmation. Le COBOL, qui est un truc ancien, que je n'avais pas appris moi à l'école, le COBOL, du C, C++, Java. Et ben à un moment donné, mon commercial me vend en tant qu'expert COBOL. Non mais après ça va, c'est pas trop difficile le COBOL. Mais bon, voilà, tu vois, à l'époque, c'était quand même le sujet. Le COBOL, c'était vraiment tendance. Et partout, ouais, et donc du coup, il fallait que j'apprenne le COBOL. Moi, je venais du monde du Java. Bon bref, et donc je me suis sortie parce que j'étais passionnée, voilà, tout simplement. Okay. Et donc finalement, du coup, tu as vraiment ce gros background technique, ce gros bagage, mais comment tu passes après, parce que du coup, sur le reste de la suite de ta carrière, en fait, tu passes sur des sujets, je sais pas, ils sont moins techniques, en tout cas moins les mains dans la tech. Comment tu passes cette marche managériale, voire stratégique, en fait, quand tu deviens DSI? Comment ça se passe, ces grosses étapes là? En fait, déjà Mathieu, franchement, t'es dans la tech, tu sais très bien, tu t'éloignes jamais de la tech. Je veux dire, même si t'es manager, moi aujourd'hui, je suis CEO de ma boîte. Voilà, enfin, tu vois, je suis toujours dans le dev. J'ai un collaborateur, il a une galère, je suis derrière le code avec lui parce que je suis à l'aise là-dedans. J'ai pas peur. Je vais aller creuser l'infrastructure avec mes gars, l'architecture, etc. Donc j'ai pas de difficulté et je continue encore à être dans la tech et je continue à lire mes bouquins et je continue à faire toujours de la veille sur la tech. Mais en fait, il y avait un truc en moi, plus j'avançais dans cette carrière professionnelle et plus le côté humain m'intéressait. C'est-à-dire que moi, j'ai adoré développer, j'ai adoré, tu vois, créer des choses. Mais ce que j'ai adoré surtout, tu vois, l'histoire que je te racontais tout à l'heure quand je te disais, on développait, puis après le niveau suivant, on l'avait pas. Et ben, c'est ça qui m'intéressait, c'est que les potes après me disaient, mais Siam, t'as pas développé le niveau suivant? Et après, je me disais, ah oui, d'accord, le niveau suivant. Ok, d'accord. Donc, on se reposait, puis on faisait une expression de besoin, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Les pièges, les nanani. Et donc, du coup, mine de rien, le petit amusement quand on était jeune, il se traduit en vrai projet tech parce que, tu fais une expression de besoin, tu regardes l'écran, comment il va être, les couleurs, le nanani. Et donc, finalement, c'est notre vie aujourd'hui dans la tech classique. Et, tu vois, ce côté, humain, ce côté à s'approcher du métier, ce côté être bienveillant par rapport aux collaborateurs. Parce que toi, quand tu as été en bas de l'échelle dans la tech, quand tu es manager, eh ben, tu sais ce que c'est qu'être en bas de l'échelle et tu sais les galères que tu as, tu sais ce que c'est qu'être qualificateur, tu sais ce que c'est qu'être architecte, tech lead, d'être manager parce que tu les as gravis tous ces étapes-là et donc du coup, tu arrives à comprendre. Moi, la seule difficulté, je te dirais dans ma carrière, c'est que franchement, j'ai pas eu une personne qui m'a montré le chemin. J'aurais tant voulu être moi, tu vois, de connaître une nana comme moi et de me dire Siam, la voix, elle est là. Enfin, tu vois, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et j'ai pas eu ça et je trouve ça génial aujourd'hui, les rôles modèles, les nanas comme les mecs qui aident, les mentors, les coachings. Je trouve ça top parce que moi, ma génération, ça n'existait pas, ça, tu vois, on avançait. Après, quand à un moment donné, la développeuse, elle devenait chef de projet, tout le monde disait, bon, c'était normal. De toute façon, quand tu faisais développeuse, analyste, chef de projet, c'était normal chez nous. Mais après, quand le chef de projet devenait responsable des études ou DSI, bon, après, c'était, la copine, elle est devenue DSI, ça rigole plus. Maintenant, c'est notre boss. Tu vois, c'était plutôt ça. La pression, c'était plutôt ça. Mais moi, j'ai eu la chance de toujours avoir un positionnement dans lequel, limite, tu vois, j'étais assise entre deux niveaux. Tu vois, par exemple, responsable des études, quand j'étais chez TF1, j'étais assise entre deux niveaux. Je suis arrivée responsable des études. Après, on m'a mis plus de responsabilités. Et puis, être DSI chez TF1, c'était parce que ma directrice, elle était positionnée sur un autre poste, donc il y avait plus le poste de DSI, elle était à moitié. Donc l'autre moitié, c'est moi qui le faisais. Donc on était à mi-temps tous les deux sur ce poste-là. Et ensuite, quand elle est partie, naturellement, j'ai pu reprendre le poste en fait, tu vois. Mais c'était que des sujets comme ça, c'est que j'étais en middle entre deux postes. Et à un moment donné, comme tu fais un 50%, on te repositionne quand l'autre, elle est positionnée sur un autre niveau. En fait. Ouais, donc ce que tu dis, c'est qu'une de tes chances qui t'a beaucoup aidé, c'est cette capacité à faire des transitions douces, en fait. C'est-à-dire que tu avais quelqu'un qui était encore en train de faire le métier, tu pouvais voir, tu le faisais à moitié, donc tu avais le métier où tu étais encore expérimenté et ce métier où tu découvrais, et t'étais pas jeté dans le truc en n'ayant jamais, on te laisse et en fait on sait pas ce que tu fais. Ouais, ok. Tu vois, j'ai démarré, j'ai appris l'importance du détail, de la
structuration des projets. Ensuite, après, j'ai travaillé sur des projets qui étaient vachement variés parce que je travaillais dans des cabinets de conseil où j'ai gagné en expertise technique, en gestion de projet. Moi, je le dis souvent, ma meilleure boîte, ça a été la Société Générale. Parce que tu sors de Canal, enfin, à l'époque, moi, j'étais sortie de Canal+, il n'y avait pas cette structuration, ces méthodologies, ces documentations hyper normées. Bien évidemment, c'était canon, chez Canal. Mais t'as d'autres exigences. Et quand je suis arrivée à la Société Générale, c'était très méthodologique. Il y avait une méthodologie irréprochable, en fait. Il y avait tel et tel doc, il y avait un DAT, je sais pas, un DAT. Je sais pas ce À que la c'est un DAT. société, C'est quoi un DAT? c'est un dossier d'architecture technique. Ah Et oui, en fait, d'accord, ok. tu vois, c'était un truc, mais hyper précis. Et moi, quand je connais pas, je suis tellement curieuse que j'apprends, je continue à apprendre. C'est pour ça que ChatGPT, mais pourquoi on l'a pas eu plus tôt? Et donc, tu vois, après, comme voilà, quand tu gardes en expertise technique et que tu gagnes en en gestion d'équipe, etc., naturellement, accéder à un poste de CTO, DSI, etc., là, tu découvres les enjeux de la gouvernance, les stratégies numériques, un leadership que tu dois avoir, tu vois, etc. Et puis après, moi, aujourd'hui, je suis entrepreneuse, donc voilà, tu découvres un peu ce que c'est que le freelance, ce que c'est que fonder une autre société, etc., etc. Donc, petit à petit, tu grandis, en fait, de toutes ces expériences-là qui font que tu arrives à ce positionnement. En tout cas, pour moi, ça a été quasi naturel, en fait, tu vois. Ouais, d'accord. Mais donc, est-ce que tu l'as abordé un petit peu, mais est-ce que pour toi, un manager dans la tech, il est forcément technique? Non, enfin moi dans ma carrière professionnelle, moi tous les DSI que j'ai rencontrés, ils étaient pas tech, hein. Ah Vraiment, ouais, hein. ok. Autour de moi, là aujourd'hui, on a plein de confrères, plein de CTO, plein de DSI qui sont très tech, tu vois, qui viennent comme Ouais. moi. Mais moi à l'époque, tu vois, quand j'étais jeune, mon DSI, c'était un mec qui était parachuté, il était direct PSI, il était pas du tout dans la tech. Et du coup, moi c'est ça qui a fait que j'ai ce type de management, peut-être qui est particulier parce que beaucoup de personnes m'en parlent de la manière dont je manage mes équipes. Mais parce que moi, j'ai eu des managers qui étaient durs, qui étaient très directifs, qui étaient pas à l'écoute, qui étaient pas proches des collaborateurs. Et tu vois, tous ces trucs-là m'ont tellement manqué que moi, quand j'ai été directrice, en tout cas quand j'ai pris des postes à responsabilité, pour moi, il était essentiel d'être proche de la team. Déjà d'une, parce que j'étais positionnée, moi, dans ces postes-là. Donc, je savais ce qu'on attendait, je savais ce que c'était, je savais ce que c'était que les galères du code ou qui boucle sans cesse des galères que tu as. Et je savais aussi ce que c'était que, quand tu te lèves le matin, parce que tu kiffes ton job. Et quand tu kiffes ton job et le truc que tu aimes, c'est avant tout, d'accord, la team, d'accord, le projet, mais tu kiffes aussi ton boss. Ouais, Et si tu oui. kiffes pas ton boss le matin, Ouais. potentiellement, c'est ça qui fait des départs aussi. Non, non, Donc, mais l'attitude du boss est très ouais. important, en tout cas. Je suis entièrement d'accord. Et je te rejoins aussi pas mal sur le fait que, effectivement, avoir vécu vraiment dans l'équipe, c'est pas toujours évident d'être dans l'équipe et devenir manager. C'est aussi un autre sujet problématique des fois parce que t'as des gens avec qui t'es au même niveau, tout d'un coup, tu deviens leur boss, entre guillemets. Non, c'est pas simple non plus, mais être quelqu'un qui ne connaît pas du tout le quotidien de l'équipe, c'est hyper dur. Et alors, je voulais rebondir sur un autre truc que tu disais, tu disais, j'ai vu des exemples de management qui te parlaient pas en fait, qui étaient trop directifs. Je sais pas si sont old school ou quoi, mais en tout cas pas forcément bienveillants ou à l'écoute du collaborateur. Et toi, j'ai l'impression que c'est un des trucs qui t'a permis de réaliser ce que c'était le bon management. Mais tu vois, c'est pas forcément le cas de tout le monde. T'as des gens, ils reproduisent en fait le schéma qu'ils ont vu. Ouais, carrément. Et comment Vas-y, pardon. Non, vas-y. Comment c'est quoi pour toi les clés du coup du bon manager en fait? Pour être un bon manager, c'est parce que on a toujours l'impression qu'il y a des cours de management, des machins, des trucs. Moi, j'ai l'impression qu'être un bon manager, ça peut se résumer en quelques trucs, tu vois. Et est-ce que toi, t'as quelques clés, quelques qualités principales que tu pourrais expliquer? En fait, tu vois, à chaque étape de mon parcours, de ma carrière professionnelle, tu vois, j'ai fait en sorte de rester toujours connectée avec la partie technique. Donc même en étant DSI, j'ai voulu comprendre en fait les détails technologiques et mieux diriger les équipes, etc. Ça m'a permis en fait finalement de gagner la confiance de mes équipes et de mieux comprendre les décisions et d'être plus éclairée, etc. En tout cas, pour moi, ce que j'estime, et parce que je l'ai vécu, je me dis que si jamais tu es un DSI qui est déconnecté de la technique, déjà d'une, tu te fais balader par tes équipes. Je sais pas, tes équipes, elles te baladent sur les délais, et après, ça retombe sur ta responsabilité parce que l'architecture qui est instable, c'est chez toi. La sécurité qui est pas bien, les failles de sécurité, c'est chez toi. Donc, si jamais tu comprends pas, à un moment donné, ça se retombe.
je dirais pas que, tu vois, il faut être forcément très techos pour être DSI. Mais je dirais qu'il faut savoir s'entourer de personnes excellentes autour de toi. Un bon directeur, c'est quelqu'un qui t'est déjà d'une déléguée. C'est hyper important d'arrêter le flicage et d'aller regarder. Aujourd'hui, on est tout le temps en train de se dire 2 jours de télétravail, 3 jours de télétravail, les horaires. Calmos. Il faut déjà avoir confiance en ses équipes, déjà, premièrement. Après, c'est sûr, il y a des mecs, ils sont pas rassurants. Il y a des personnes, je dis des mecs dans la globalité, excusez-moi. Je l'englobe avec le gros H. Mais tu vois, t'as des trucs où tu te dis, voilà, il y en a, c'est des filous. Donc, que tu sois en télétravail ou que tu sois en présentiel, ça changera pas la donne. Mais un bon manager, déjà, c'est quelqu'un qui sait déléguer, qui fait confiance à ses équipes. Déjà, le premier truc. Et à un moment donné, un bon manager, c'est quelqu'un qui sait écouter. Quelqu'un qui est proche de ses équipes. Parce que, tu sais, le poste de DSI, il faut quand même le savoir. Hein, le poste de CTO de DSI, parce que pour moi, c'est équivaut. Il y a, selon les entreprises, le CTO, il fait pareil que le DSI. Dans d'autres entreprises, c'est différent. Enfin bref, voilà. Disons qu'on peut dire que c'est le même poste. Selon des boîtes, hein, parce qu'il y a d'autres boîtes où c'est vraiment différent. Mais ce que je veux te dire, c'est que CTO, DSI, à un moment donné, le mec, il est quand même en sandwich. Entre un COMEX qui est toujours furax, parce que tu ne délivres pas en temps et en heure tes projets et que tu coûtes un bras à l'entreprise. De l'autre côté, tu as tes équipes qui sont furax parce qu'ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de scaler les équipes parce qu'ils manquent de ressources, parce qu'ils n'arriveront pas à délivrer en temps et en heure tant qu'ils n'ont pas un tel et un tel. Et toi, tu es au milieu entre les deux. Alors, comment te dire? C'est le poste le plus pourrave que tu puisses avoir. Et si tu l'aimes pas, c'est pas la peine d'y aller. Et en fait, moi, j'ai adoré mon poste de DSI parce que de CTO, enfin de directeur en règle générale, de manager, parce que c'est des postes qui sont très compliqués. Il faut avoir un mindset assez, tu vois, il faut être prêt. C'est vraiment, tu vas être une championne comme j'ai hier à mon gala. Mais tu vois, tu dois avoir ce mindset là. Parce que c'est hyper dur, Mathieu. T'imagines, tous les matins, tu reçois des claques. Personne n'est content. De la direction, et tu reçois, métier, quand je dis la direction, c'est que j'englobe tous les départements. Et tu reçois des claques de tes équipes parce qu'ils sont jamais contents. Dieu merci, on a quand même des équipes qui te félicitent de temps en temps, qui sont contents de t'avoir en tant que manager. Mais dans la globalité, tu vois, tu récupères quand même un positionnement dans lequel je comprends qu'il y en ait plein qui veulent pas déjà avoir ce positionnement parce que c'est pas facile, mais tu récupères quand même un positionnement dans lequel c'est très très compliqué, tu vois. Et donc, disons que oui, il faut impérativement essayer de faire en sorte d'être proche de tes collaborateurs, d'être proche de la direction aussi, parce qu'il faut pouvoir expliquer à la direction pourquoi il y a ces retards-là, pourquoi tu demandes du budget, pourquoi chaque année il y a des nouveaux projets, il y a du legacy, il y a ça, il y a des failles de sécurité, qu'on est obligé de demander des budgets supplémentaires pour telle et telle raison. Donc voilà, le positionnement du DSI au niveau déjà du COMEX, c'est quand même un positionnement très compliqué parce que tu es obligé de rassurer l'ensemble de ta direction pour leur expliquer pourquoi tu veux tel et tel budget, pourquoi le projet prend du retard, pourquoi finalement on va pas le faire, etc. Et de l'autre côté, par rapport à tes équipes, et ça c'est hyper important quand tu es directeur, c'est que tu sais très bien, on prend un temps monstre et pourtant c'est pas notre job de recruter les équipes parce qu'il y a d'autres équipes, mais passons, on va pas rentrer dans le détail, sont censés recruter tes équipes, que ce soit interne ou externe. Et donc du coup, toi en tant que DSI et les autres managers également, ils passent un temps monstre à recruter les équipes. Et quand tu sais le temps que tu as passé pour recruter les gars qui rentrent dans tes équipes, si tu prends pas le temps de les connaître, de faire attention à eux, forcément après les gens se barrent. Donc un bon directeur, c'est quelqu'un qui sait communiquer et qui fait attention à son écosystème, alors que ce soit COMEX ou que ça soit aussi ses équipes, parce que c'est hyper important. Si tu rentres Mathieu, si tu rentres dans une entreprise, t'aimerais quand même que ton boss fasse attention à toi. Sinon, dans ce cas-là, c'est clair. N'a pas d'intérêt à ce que tu rentres dans cette société, quoi, tu vois. Non, mais le projet est ouf, quoi, tu vois. Je pense que c'est un truc clé, c'est-à-dire que ton manager te considère. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as l'impression d'être un pion dans une machine, en fait, la motivation purement technique, à un moment, elle a vécu. C'est-à-dire que si ton manager, tout ce qu'il fait, c'est te demander des trucs de temps en temps, venir te voir quand ça va pas, et que tu sens pas que tu comptes,
Je pense qu'au bout d'un moment, peut-être il y a des gens ça leur va, hein, mais je pense qu'une grande partie des gens ils partent aussi pour ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, leur manager s'en fiche, ils sont un numéro dans une équipe et puis terminé. Donc je pense que c'est... Ouais, un manager, il y a une résilience. Moi, je pense que ma qualité, c'est ma résilience, parce que dans le domaine de la tech, tu sais très bien que tu dois être capable de t'adapter rapidement, tu dois gérer les échecs, tu dois innover constamment. Un manager, c'est quelqu'un qui écoute ses équipes, parce que je le dis à tout le monde, il faut éviter les turnovers, même si j'ai des collègues qui me disent, ouais, mais moi, j'ai pas de turnover dans mes équipes, mais tes équipes, elles sont heureuses. Elles sont contentes, parce que bon, tu peux éviter le turnover, hein, c'est sûr, le mec qui reste là, il va pas bouger, hein. Mais donc, du coup, est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu vas le voir? Est-ce que tu serres la main à tous tes collaborateurs? Même si tu en as 500, est-ce que tu serres la main à tous tes collaborateurs? Et un DSI, il doit avoir une vision claire et stratégique. Tu dois donner la ligne directive à tes équipes et à ton COMEX. Mais à tes équipes, elles doivent savoir où elles vont. Sinon, les gens, ils sont perdus, en fait. Ouais, c'est sûr. Non, mais je suis complètement d'accord. Et je pensais à un truc que je trouve des fois un peu difficile. Après, j'ai pas eu des rôles comme le tien, mais sur la transparence. Qu'est-ce que tu penses de la transparence? Parce que du coup, des fois, t'es quand même aussi coincé entre deux trucs. C'est-à-dire que potentiellement, il y a des choses que toi, tu sais en tant que DSI, que le COMEX sait, et qu'en fait, peut-être, ils veulent pas que ça se sache tout de suite. Et du coup, tu dois peut-être défendre des décisions que les équipes comprennent pas forcément, tu vois. Comment tu gères ce truc-là? Tu vois ce dont je parle? Bah, après, la transparence, tu l'as sur plusieurs niveaux. Tu vois, moi, j'ai eu des cas de figure où pendant un mois, pendant un an, pardon, tu prépares le fait que tu as une équipe qui va être virée. Moi, j'ai eu carrément des entrepôts quand on était chez TF1 où on devait virer carrément toute une équipe, une cinquantaine de personnes, parce qu'après, on fusionnait des entrepôts entre elles, etc. Donc, tu es dans la confidentialité. T'imagines, tu as quand même des postes, les mecs qui sont en province, il y a pas de taf. Ouais. Donc, du coup, nous, quand quand tu dois remercier des personnes, eh ben, parce que voilà, il y a une fusion et donc, du coup, tu sais qu'il y a des postes qui vont être supprimés. Bah, tout le challenge de notre côté, c'est pour ça que je te dis qu'il y a vraiment tout le temps une pression. C'est que moi, j'ai jamais dit à une personne, t'es viré pour, à part s'il y a des raisons très compliquées, que c'est géré précédemment, parce que j'en ai eu, où historiquement, les mecs étaient, voilà, il y a eu des difficultés, que la RH déjà voulait les remplacer. Mais du coup, quand tu arrives, bah, du coup, le truc qu'il y a, c'est que tu as directement des choses qui sont confidentielles et que tu peux pas dire pour l'instant à tes collaborateurs, parce que tu es obligé de gérer des choses en amont. Tu vas remplacer une équipe, bah, tu dois les repositionner dans d'autres postes. Tu regardes déjà si dans ta boîte tu peux les repositionner. Sinon après, tu vois, tu vas pas se positionner chez d'autres sociétés, chez Pôle Emploi. Excuse-moi, j'ai oublié le nouveau nom. Mais du coup, enfin voilà, je suis plus les trucs. Mais tu vois, tu es obligé d'aller chercher un peu où est-ce que tu vas les positionner, etc. Et des trucs, c'est ça. Il y a d'autres choses qui sont un peu plus touchy, parce que en tant que directeur, il y a des choses qui sont confidentielles, que tu le veuilles ou pas, parce que si tu le disais à tes équipes, déjà tes équipes seraient en bad mood. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est que tu as des projets à livrer, t'as pas intérêt à faire en sorte que tes équipes elles soient dégoûtées parce que le budget va être cuté de 2, parce que potentiellement ton équipe elle est en train de charbonner, mais qu'à la fin de l'année t'en vires 50, et que donc l'année suivante tu sais qu'ils sont en run, ou que le projet finalement il va pas voir le jour. Tu peux pas. Donc, en tant que dirigeant, tu es obligé d'aller te battre pour tes équipes. Et c'est là où je pense que, tu vois, les équipes, elles savent pas vraiment ce que font les CTO et les DSI, parce qu'on se bat pour nos équipes, et c'est du quotidien. Parce que quand tu les vois, tu as l'impression que les gens sont furax. C'est pour ça que je te dis, c'est quand même un poste, tu vois, c'est un siège éjectable, c'est un poste qui tremble. Voilà, ton siège, il est toujours en train de trembler, hein, quand tu es CTO DSI, parce que les gens comprennent pas. Tu restes à pas d'heure, t'envoies des messages à pas d'heure pour essayer de faire en sorte que t'entends tes équipes, t'entends la souffrance de tes équipes. Donc toi, ce que tu vas faire, tu vas te battre pour les gens. Donc tu vas faire en sorte que, bah voilà, on ait gain de cause et qu'on arrive à avancer sur des projets stratégiques. Donc forcément, la transparence, j'ai envie de te dire, tu l'as dit à un moment donné, tu dis ce qui s'est passé, etc. Mais tu vas pas rentrer dans le détail, tu vas pas tout dire, ça sert à rien. Mais par contre, bah, il y a des choses sur lesquelles, bah, tu es obligé de pas dire, parce que tu dois trouver des solutions de contournement pour qu'ensuite, après, ça soit moins drama que si tu l'annonçais tout de suite. Et ce que je trouve clé dans ce que tu as dit, c'est du coup, tu dis, en fait, on CTO DSI, il se bat pour ses équipes, etc. Et donc, effectivement, des fois, il obtient gain de cause, des fois pas. Mais du coup, un truc qui est clé quand tu disais, faut que tu sois proche des gens, qui sentent que tu comptes,
qui compte pour toi, en fait, c'est là que tu crées la confiance sur le fait qu'ils vont pas savoir si tu te bats ou pas explicitement, ils vont pas le voir, mais ils vont être sûrs que s'il y a besoin, tu vas te battre, en fait. Et à partir du moment où je pense qu'ils savent ça, ça joue vachement dans la balance, en fait. Ils se disent, bon, je peux faire confiance parce que j'ai confiance dans cette personne, je sais qu'elle se battra pour moi. Donc, peut-être elle me dit pas tout, mais elle défend mon intérêt, en fait. Ça aussi en tout cas, moi, je l'ai vécu aussi un petit peu à, tu vois, plus petite échelle, mais je pense que ça joue énormément. On était sur un sujet un peu touchy. Est-ce que je vais embrayer direct sur est-ce que tu as le pire souvenir de ta carrière? Franchement, j'ai eu plein de trucs, hein, dans ma carrière. C'est vrai que c'est très compliqué de répondre toujours à ce type de message, parce que tu te dis, il y a plein de trucs, il y a quelque chose, moi, qui m'a vraiment marqué parce qu'indépendamment des projets, tu vois, t'as toujours un projet, transfo que tu vas mettre en place, hyper stratégique, dans lequel, t'as une galère infrastructure, développement, cybersécu, t'as des intrusions, faut tout. J'ai envie de te dire, ça, c'est quasi notre quotidien, tu vois, c'est-à-dire que c'est de la tech et tout. Moi, la pire chose, c'est le côté humain. C'est que, peut-être que je vais te paraître un peu bizarroïde parce que je l'ai déjà raconté à des femmes qui m'ont dit: «Quoi, ça existe ça?» mais moi j'ai eu ça, peut-être que je suis un peu trop vieille par rapport à vous tous, j'en sais rien. Mais moi, tu vois, j'ai eu, des équipes où, tu vois, en développement, par exemple, les mecs ils allaient dans les toilettes, ils tapaient fort sur la porte des toilettes, ils insultaient: «Ah, tu entendais mais quoi?» J'étais là: «What? Je suis dans quel monde?» Ouh! Heureusement qu'ils crient pas sur moi, tu vois? Et un jour, j'ai eu un truc qui était un peu compliqué à gérer en tant que manager, c'est-à-dire que j'avais recruté un collaborateur qui était prestataire chez moi et qui, a bossé comme un malade pendant la période de prestation et cetera. Et quand il est rentré en interne, Ouais. et ben, mais du jour au lendemain, en fait, la période d'essai a été non renouvelable. Et OK. moi, je le savais pas. Parce que voilà, j'étais dans une boîte où la période d'essai n'était pas renouvelable. Et je savais pas du tout. Et donc, au bout du 3e mois, moi, je vais voir ma RH et je lui dis: «Écoute, j'ai un peu de mal avec le consultant parce que, voilà, enfin le collaborateur, parce que c'est plus un consultant, mais le collaborateur parce que, j'ai l'impression que c'est partisan du moindre effort. Il a complètement changé. Quand il était prestataire, il bossait comme un malade et quand il était interne, en fait, il a complètement changé son état d'esprit, son mindset et tout là, hein. En fait, il faisait plein de trucs personnels, il faisait plus le boulot et tout. Et tu le sens tout de suite quand tu es manager, tu rentres dans une Ouais. pièce, tu sais qui bosse. Ça me fait toujours marrer, mais tu sais qui bosse. Tu serres la main de quelqu'un, tu sais s'il bosse ou il passe pas. Tu vois, c'est pas. Ça me fait toujours marrer des gens qui cachent, on le voit. Je vais chercher. Et en fait, il avait complètement changé, mais complètement du jour au lendemain. Et donc, dans la période d'essai, ben, elle me dit: «Oui, mais bon, Siam, pas de période d'essai renouvelable.» Je dis: «Ah ouais.» Elle me dit: «Ah mais si tu veux mettre un terme, t'arrêtes tout de suite, et cetera.» Tu vois, les RH sont hyper durs. Et du coup, je me suis dit: «Bon, ça, je vais lui laisser la chance. Au pire, sinon, la RH, on trouvera une solution plus tard, c'est une galère.» Et en fait, ça a été un mauvais choix ce que j'ai fait, tu vois? Parce que il a pris tellement d'aisance en tant qu'interne qu'il m'a pourri mes équipes. Et pendant toute une année, il m'a pourri mes équipes. Et un jour, il a débarqué dans mon bureau et il m'a insultée. Et tu vois, je me revoyais quand j'étais jeune où que le mec, tu vois, il tapait sur le truc, tu vois, sur les toilettes en train de hurler. Ben, je regardais le mec et le mec est venu et il avait pris tellement d'importance dans la société et Ouais. tellement, tu vois, je sais tout, je fais tout et c'est moi le boss. Ouais. C'était, pas un IT manager, un chef de projet, chez nous. Mais voilà, il avait pris tellement d'importance et tellement sûr de lui parce qu'il était interne et plus prestataire, qu'il est arrivé dans mon bureau et il a, dépassé parce qu'il a hurlé, il a jeté une chaise, tu vois? Et j'avais vu, tu vois, le contraste d'il y a 20 ans et je me dis: «C'est waouh, et tu vois, c'était un coup dur managérial pour moi parce que je me dis: «Je le sentais pas et il fallait Ouais. le remercier et Ouais. basta.» Et je pense qu'il y a des trucs, des intuitions que tu as et il faut t'écouter dans la vie. C'est peut-être con, hein, il y a ces intuitions-là où je pense qu'à un moment donné, il faut que tu t'écoutes et te dire: «C'est bon, stop.» Même si tu vas le regretter parce que c'est compliqué de recruter, parce que quand tu as trouvé quelqu'un, c'est toujours difficile. Mais en 3 mois, tu rentres interne, le mec est partisan du moindre effort. T'imagines pendant 1 an ce que j'ai dû supporter avec lui, puisque cet état de crise qu'il a eu dans mon bureau, il l'a pas eu qu'une fois. Il venait régulièrement OK. crier et tout. Et c'est difficile parce on est quand même dans un milieu professionnel, on est quand même courtois, on est quand même là à voir des Mmh. personnes qui sont plutôt quand même une manière de parler à ses managers.
Et tu vois, ça m'a fait un peu bizarre ça. Et depuis, j'ai fait très, très, très attention dans mes recrutements et vraiment comment je ressentais après la chose derrière. Et si à un moment donné, je me disais, Siam, tu le sens pas, arrête, ben, j'ai arrêté. Ouais, c'est un peu dur, mais on dit souvent ça en recrutement. On dit s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et Exactement. ouais, Exactement. c'est un peu, tu vois, c'est un peu bizarre. Je suis un peu partagé sur ce truc-là parce que ça m'est arrivé aussi de me tromper dans le sens où il y a des gens, je me disais, franchement, je suis pas trop sûr et tout. Et puis j'ai fait, et puis en fait, ça se passait bien. J'ai du mal à faire la différence, tu vois, entre quelqu'un qui est stressé en entretien, un petit peu réservé et tout, et quelqu'un qui est vraiment en train potentiellement de cacher qu'en fait, c'est pas la bonne personne, tu vois. Et donc, ouais, je partage globalement ton expérience, tu vois, mais j'ai du mal à être aussi catégorique. En fait, Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. c'est pas D'accord évident. avec toi. Et est-ce que tu penses sur cette personne en question que tu aurais pu le détecter avant, du coup, pendant les 3 mois là, où il faisait bien le travail, et est-ce qu'il y avait quelque chose quand même, ou en fait vraiment c'était impossible? Bien sûr, Mathieu, tu peux toujours détecter. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu imagines le positionnement qu'on a. Tu imagines Ouais. déjà les emmerdes au quotidien que tu gères. Si tu es dans le même bureau que lui, et tu vois, quand on est directeur, on a un bureau tout seul. Enfin, maintenant, voilà, il y a des flex office, etc. Mais bon, précédemment, c'était pas comme ça. Tu as ton bureau, c'est fermé, etc. Bien sûr que tu peux détecter les choses quand tu as du temps. Mais la problématique, c'est qu'on manque de temps, en fait. Et donc, tu n'es pas dans les équipes, parce que moi, ce que j'adore faire, ça fait toujours flipper les gens, mais j'adore prendre mon ordinateur et tu vois débarquer dans les open space et en plein milieu des équipes et tu vois, j'écoute, nana. Et c'est marrant parce qu'un jour, il y a il y a un consultant que j'avais pris et il savait pas du tout que j'étais la DSI. Et le mec, il regardait un film sur Netflix et il l'a fait toute la journée, quoi. Après, à la fin de la journée, je lui dis, ah putain, c'était génial et tout, t'as une super belle série et tout. Il me dit, ah ouais, t'as vu, c'est top et tout. Je dis, putain, mais écoute, t'es hyper cher payé dans cette boîte. Il me dit, ouais, ouais, t'as vu, la DSI, elle sait rien et tout. Je dis, ah ouais, ouais, c'est tellement rien que c'était ta dernière journée. Après, le mec, il me dit, quoi? Mais j'ai dit, ah, c'est moi la DSI. C'est con, hein. Il s'est pas présenté avant. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il avait pas compris, parce qu'en plus, on avait fait l'entretien. Je sais pas, peut-être qu'il avait pas, je sais pas, peut-être ma manière tu vois, de m'habiller, je n'avais pas compris que c'était moi, ou il n'avait pas capté que j'étais dans l'open space, mais Ah, la mémoire. Il y a c'est des gens trop qui n'ont pas marrant. du tout la mémoire des visages, d'ailleurs, qui n'ont pas du tout. Ouais, Tu sais, peut-être. ouais. Bizarre. Enfin, Ouais. ça paraît pas possible. Mais c'est vrai que je débarque souvent dans les équipes. Après, Ouais. mais moi, c'est pour vraiment détendre l'atmosphère parce que tu as tellement d'équipes à gérer, elles sont Hmm. tellement grosses que si tu prends pas du temps avec elles et que justement t'as pas ces difficultés, tu les écoutes pas parce que forcément dans tes équipes, tu as toujours quelqu'un qui va dire ouais, ben lui, il est pas bon, ouais, ben lui, il est pas bon. Moi, j'aime bien me faire ma propre idée donc je regarde aussi ce qui se passe dans les équipes et l'état d'esprit du gars parce que tu vas pas virer tout le monde. À un moment donné, tu as ta vie professionnelle, tu as ta vie perso. C'est qu'à un moment donné, quand tu as des difficultés dans ta vie personnelle, ça impacte ta vie professionnelle. Si tu n'as pas un manager et que tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. Parce que, non, mais c'est vrai, tu peux avoir un mec qui est excellent au boulot et à un moment donné, le mec, il divorce. Mais sa vie, elle tombe. Ou la nana, elle divorce. Tu vois, sa vie, elle tombe. Et donc, si t'es pas attentif, si tu peux pas faire attention à cette personne-là, bah, ça veut dire Ouais, pour bien autant sûr. tu la remplaces. C'est une période qui est compliquée, d'accord, mais elle peut durer quelques mois, c'est pas la fin du monde. Et après, derrière, le mec, il revient, la nana, elle revient, elle est toujours autant motivée, et puis ça redémarre. Mais si tu vires parce que juste La pendant deux performance. semaines, trois Ouais. semaines, exactement par rapport à sa performance, ben là, t'as pas compris. Ouais, non, mais enfin, j'aime beaucoup ce point. Je trouve ça qu'il est hyper important parce qu'on est dans un monde où on prône beaucoup, tu sais, les KPI, machin, etc. Et en fait, si tu oublies l'humain dans ces moments-là, à un moment, t'as une responsabilité aussi voilà, les gens, ils traversent des trucs difficiles des fois. Et je pense qu'une entreprise, elle est aussi là pour t'accompagner. Alors peut-être pas, c'est peut-être pas à elle de trouver des solutions, mais en tout cas, c'est au moins à elle de pas te rajouter des bâtons dans les roues à ce moment-là. C'est-à-dire que t'as pas besoin que la boîte, elle vienne te dire, en fait, t'es pas performant depuis un mois, on te vire. Bah, en fait, attends, juste laisse-lui le temps de récupérer. Ça fait partie aussi, je pense, du côté humain d'une entreprise qui est pas juste une grosse machine censée broyer les gens, quoi. T'as parlé pas mal d'entretiens. Bon, t'as dit que t'avais fait passer pas mal d'entretiens. Est-ce que t'as des red flags en entretien, des trucs vraiment, tu vois, tu te dis, c'est sûr que cette personne-là, ça va pas marcher, quoi. C'est sûr, je passe beaucoup d'entretiens. Il y a un truc qui est important, c'est quand tu lis un CV, quand tu vois le mec, il faut qu'il y ait une cohérence dans le CV, il faut que voilà, il y a des trucs des fois, il y a des incohérences.
tu vois, il y a des trucs qui sont cachés. Bon, je trouve que voilà, il y a une ligne directive et assez éditoriale que tu dois avoir sur un CV qui fait que sa personne, voilà, il y a une manque de transparence. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de transparence, je trouve qu'il y a ça sur le CV, c'est important. Après, il y a deux trucs qui, moi, je fais vraiment très attention, indépendamment de la partie technique. Et moi, je redis souvent à mes collaborateurs que la partie technique, tu vois, même si tu fais des tests techniques, etc., à un moment donné, il faut quand même, il y a le côté test technique où tu fais attention, il y a le côté aussi humain, parce que le mec, il peut avoir, j'ai eu un entretien, un mec, il a eu 80% de réussite, et après un entretien à l'oral, ça s'est mal passé. Gars, enfin, tu vois, enfin voilà, il y a un combiné des deux, faites attention, et tu vois, le test technique, il l'a passé peut-être à un moment donné où il était en forme, l'autre moment où il était moins en forme, ou peut-être que, tu vois, faire des tests de 2 heures et demie, ben, on est des êtres humains, on est fatigué. Donc, faire un entretien à la fin. Bon, moi, je dis, faites attention quand même à ça parce que c'est quand même très important. Et moi-même, on a des grosses journées, on est fatigué, tu passes des entretiens, tu fais un test technique qui dure déjà 3 plombes, t'es énervé parce que généralement, on a plein de trucs qui marchent pas. Et après, quand t'as des bonnes notes, c'est con que, parce que l'oral s'est mal passé que tu prends pas. Déjà, et donc déjà il y a ça, il y a aussi le côté homme-femme. Moi je tiens quand même à préciser parce que il y a aussi cette sensibilité des femmes lors des entretiens, de certaines femmes, hein, pas toutes bien Ouais. évidemment, mais des hommes aussi. Moi j'ai eu des entretiens où tu vois les mecs ils étaient en transpiration parce que et le commercial vient me voir me dire Siam, est-ce que c'est possible de ne pas faire des entretiens mais toi? Ah bon, pourquoi? Bah parce qu'en fait les mecs ont pas l'habitude d'avoir des DSI femmes. Ah ouais? Ben, Va falloir s'habituer. je vais continuer, quoi, tu vois, c'est dommage, je vais continuer. Et en fait, j'avais beaucoup, beaucoup de gens, tu vois, qui me disaient ça. Parce que quand moi, je passe des tests techniques. Hein. Je suis pas un DSI qui va aller faire juste, ça va, tout va bien, ta famille, ça va, tu vois. Donc, je passe des tests techniques. Donc, c'est vrai que les mecs, quand ils sont face à moi, c'est toujours très compliqué parce qu'ils sont mal à l'aise. Ils disent, ah ouais, elle s'y connaît finalement, bah, ouais, bah oui, je m'y connais. Et donc, du coup, en plus, je réfute, tu vois, moi, j'aime bien creuser. Le mec, il a mis une solution et je lui dis, ouais, mais si jamais tu fais ci, tu fais ça, et alors tu penses quoi de ça? Et alors, tout de suite, tu les as déstabilisés parce que le mec se dit, ah ouais, mais quand même, elle connaît, quoi. Et donc, voilà, il y a ça déjà qui est dérangeant lors des entretiens. Donc, c'est pour ça que je dis, bon, faites attention quand même, les garçons, vous avez une femme devant vous, ça veut pas dire qu'on est mauvaise techniquement. Donc, déjà, Ouais. Les t'as préjugés. ça, difficulté, bah oui, mais ça nous arrive souvent. Donc, C'est ça, il faut clair. faire très attention. Et après, moi, je juge aussi la curiosité de la personne. Parce que pour moi, après, c'est mon état d'esprit et peut-être qu'il y en a d'autres qui réfléchissent différemment. Mais moi, j'aime bien quand les candidats, ils montrent en fait finalement l'intérêt qu'ils ont et la curiosité qu'ils ont. Par exemple, sur l'équipe, sur les projets, sur ce que lui a fait. Tu vois, il rebondit sur des expériences qu'il a fait, etc. J'aime bien qu'il y a cet échange-là. J'aime pas tu vois, une lecture simple d'un CV parce que tu veux rentrer, parce que ton commercial te met la pression ou parce que tu as envie de te mettre à un poste en CDI. J'aime pas trop cette pression-là. Mais j'aime bien quand le mec, il est vachement curieux, il a fait des recherches, il a regardé des trucs avant. Bon, je t'avouerai que moi, au début, quand j'ai commencé à poster, parce que ça fait très, très récemment que je poste sur LinkedIn, les gens, ils te disent, ah ouais, mais sérieux, vous êtes influenceuse? Waouh, t'es en entretien, tu te dis, c'est quand même culotté le sujet là, parce que tu poses 2, 3 trucs, ben non, parce que tu poses 2, 3 trucs, parce que les gens en ont besoin, parce que les gens tu leur apportes aussi une aide, etc. J'ai même un mec, je passais sur BFM une période, il m'a sorti, ouais, vous êtes animatrice télé. Bah, tu vois, montre l'intérêt que tu as pour la personne, mais à un moment donné, il faut peut-être être Poser des questions peut-être plus. ah ouais, non, mais c'est un peu, tu vois, donc je trouve que t'as des fois où les gens sont curieux, ils marquent l'intérêt qu'ils ont sur une personne, mais c'est creuser un peu plus. Ça veut pas dire que tu as vu une personne dans une émission de ça, dans ça, qu'elle fait que ça dans sa journée, quoi, tu vois. Ouais. Donc, je trouve qu'il y a besoin, tu vois, de créer cette proximité parce que le mec qui rentre chez toi, il reste chez toi longtemps. Donc, il y a besoin d'avoir cette proximité. Et après, moi, les red flags, c'est l'attitude arrogante des mecs. Tu vois, le mec qui sait tout, le mec qui nanani, nanana, enfin, redescend, quoi. Tu vois, moi, je recrute généralement des personnes dans lesquelles il y a un écosystème. Il y a des mecs qui vont rentrer dans une équipe. Le mec qui est arrogant, qui connaît tout, tu sais que déjà, il flingue ton équipe. Donc, il y en a beaucoup aujourd'hui, hein, il y en a beaucoup qui ont cet état d'esprit parce qu'ils se disent experts dans tel et tel truc, c'est bien. Mais après, tu dois rentrer dans une équipe. Donc, faut que tu fasses attention à toi aussi parce qu'après, les autres, ils vont te mettre de côté. Donc, cette attitude, je pense qu'il faut être humble. Et il faut que tu sois prêt. Tu dois apprendre aux autres. Ça, c'est sûr, parce que tu as une expertise et c'est très, très bien. Mais par contre, il y a un truc qui est très important, c'est que tu dois apprendre des autres.
Et ça, c'est quelque chose sur lequel... Quel que soit ton niveau d'expertise, ouais. Bien sûr. Mais moi aussi, j'apprends tous les jours des autres. Mais tous les jours. Ouais, je suis d'accord. Ouais, non, mais c'est hyper clé, ça. Je pense que l'expert qui n'a pas l'humilité, c'est une catastrophe, en fait. Tu peux pas le faire travailler en équipe. En fait, du coup, à ce moment-là, je sais pas, effectivement, c'est un chat GPT. C'est à quelqu'un, il faut juste que tu lui poses la question technique, il te répond, et puis c'est tout. Si tu peux pas interagir, il peut pas te former les équipes, et ouais, ça, moi, je partage, c'est un des trucs qui m'énerve le plus sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et tout, c'est quand j'ai des discussions avec ce type de personnes, ça me rend dingue. Bref. T'as des fois, tu vois, tu dis aux personnes, mais pourquoi vous voulez travailler pour nous? Et tu sais, t'as souvent cette phrase-là, et t'es là, mais merde, ils sont sérieux. Ils te disent, parce que j'habite à côté de chez vous. C'est là, what? Bah, c'est honnête, c'est honnête. En même temps, il est honnête, hein, mais il est pas très convaincant, mais il est honnête. Du coup, voilà. Et puis après, sinon, t'as aussi des mecs qui arrivent et quand tu leur dis pourquoi tu veux rentrer chez vous, chez moi, et donc du coup, il te dit parce que moi, je suis expert et puis qu'on m'a dit que votre société c'était cata. Puis regarde son commercial, il dit ouais, il faut tout faire, mais moi, je suis là pour ça. T'es là, ok. Ça veut dire quoi que les équipes elles ont mal fait leur boulot? Mais c'est vrai que quand t'arrives avec un état d'esprit qui est pas forcément prometteur, quoi. Cool, Siam, hyper intéressant tout ça. On arrive un peu au bout. Je voulais te demander si tu avais d'autres passions que la tech. Oui, forcément, j'ai d'autres passions pour que la tech. Bon, après, tu sais très bien que je suis la présidente de Women of Influence, mais ça, on en a déjà parlé et on en parle souvent dans les échanges un peu avec tout le monde. Mais il y a un autre sujet, je pense que les gens ne savent pas trop, c'est que j'ai une association qui s'appelle Vie et Devient. Okay. Et cette association, en fait, elle aide les enfants handicapés à créer des prothèses personnalisées, donc robotisées, des prothèses humaines, en fait, tu vois. Et l'association, elle s'appelle Vie et Devient. Alors Vie, pourquoi? Parce que quand tu as un handicap à la naissance et quand tu as un handicap, le mot vivre, c'est quelque chose qui est très très important. Parce que ces gens-là, en fait, t'es pas sûr de vivre déjà parce que tu dois enchaîner les opérations, parce que tu as des douleurs, parce que voilà, c'est très très important déjà de vivre normalement pour ces gens-là et devenir encore plus parce que quand t'as un enfant qui a un handicap et que t'as envie que ton fils réussisse ou ta fille réussisse, ben c'est difficile quand ils ont ces handicaps parce que tu te dis est-ce que vraiment ils vont devenir quelque chose. D'autant plus que j'ai un sujet qui est très important et qui m'a vraiment vraiment perturbée. Je voudrais juste le partager avec toi parce que je suis un peu furax. Je t'avouerai que mon poste de dernière année, il va être un peu touchy parce qu'il y a des choses qui se sont passées en 2024 qui m'ont vraiment heurtée. Surtout sur la partie politique, sur la violence qu'on a fait aux femmes, sur plein de sujets. Mais il y a un sujet aussi qui m'a particulièrement agacée, c'est la notion et la vision qu'on a nous en France de l'handicap versus les autres pays. Je vais pas dire dans le détail les choses, mais j'ai eu dans mon entourage proche quelqu'un qui a un handicap hyper lourd et il a fait son premier job dehors. Petit job, hein, tu vois, pour gagner un peu de sous. Et il est parti travailler, hyper content de lui. Et du coup, il va faire sa première journée. Le responsable du magasin lui dit top, franchement, avec ton handicap, t'as réussi, nana et tout, c'est génial, topissime. Il dit bah viens demain et tout, tu signes ton contrat. Le lendemain et tout, il vient pour signer son contrat. La nana du magasin lui dit c'est toi la personne qui est venue hier? Et donc du coup, la personne lui dit oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, mais tu continues pas aujourd'hui. Ah bon, pourquoi je continuerai pas aujourd'hui? Tout simplement, en fait, parce que tes mains, elles font peur aux clients et qu'on veut pas de personnes handicapées. On est en 2024 et ça se passe encore. Et ça, franchement, tu veux que je te dise un truc? 2025, tu vas m'entendre parler de ça. Parce que je vais parler que de ça. Parce que dans la tech, on fait des choses exceptionnelles. Et on fait des choses exceptionnelles pour aider les personnes handicapées. Et qu'aujourd'hui, ça suffit de dire c'est des personnes handicapées. C'est des personnes qui veulent vivre et devenir quelqu'un. On peut leur laisser un peu de place, hein, c'est possible. Alors je suis désolée parce que je finis l'entretien. Non, mais je suis furax parce que c'est des personnes qui ont droit à leur place et qui ont droit de travailler aujourd'hui. Et on leur donne pas suffisamment de place. Et ils se battent tous les jours, Mathieu. Ils ont des douleurs, ces gens-là. Tous les jours, leur famille se déplace pour aller dans les hôpitaux, pour aller faire de la kiné, etc. Et quand ces mecs, ils arrivent, même en tech, hein, tu vois, on a des difficultés en tech, j'ai des témoignages, mais frappants, des mecs où en entretien, ils passent l'entretien le premier jour de boulot, tu vois, le mec, il a un handicap physique, il le sait, le patron qui l'a embauché. Eh ben, il fait pas la semaine
parce que le mec il a un problème de fatigue de hanche et qu'il est arrivé un peu trop tard au délit, parce que le mec il va mettre un peu plus de temps à développer parce que voilà il a pas toutes ses mains, parce que le mec il a besoin d'aller aux toilettes régulièrement parce qu'il a un handicap. Enfin, on accepte ou on n'accepte pas les personnes handicapées dans notre travail? Il faut nous le dire parce que là il y a un souci là. Ouais, et puis qu'on développe de la considération, de l'empathie, et qu'on comprenne, qu'on soit aussi un peu plus informé sur ce que vivent ces personnes-là, en fait, parce que je pense que il y a une partie de non connaissance. C'est-à-dire que déjà il y a une partie de je ne me mets pas 2 secondes à la place de la personne, tu vois, qui est vrai même pour des personnes non handicapées. En fait, souvent on se met pas à place, on n'a pas d'empathie et tout. Et en plus de se rendre compte que en fait il y a plein d'épreuves qui sont traversées et que en fait rajouter rajouter des choses là-dessus, du poids là-dessus, en fait, et je sais pas, c'est inhumain le mot, en fait, c'est vraiment très difficile. Ouais, mais c'est ça, mais je pense que tu vois, on n'en parle pas suffisamment et que ça se passe dans nos métiers. Ouais. Donc, je vais vraiment tu vas mettre une petite fin parce qu'on a besoin de ce petit petit mot de fin, comme on dit à chaque fois. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, en règle générale, à toutes les hommes et à toutes les femmes, les hommes et les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est clairement oser dans votre vie parce que tu vois, travailler dans la tech, c'est un super bon métier. Moi, j'adore travailler dans la tech, mais que ça soit dans la tech, dans le business ou ailleurs, sachez qu'en tout cas, chaque voix a sa valeur. Donc, il faut impérativement aujourd'hui prendre ce leadership et essayer de prendre sa place parce que c'est hyper important. Mais il faut aussi se dire, il faut pas se sous-estimer. Le pouvoir d'une communauté tech, elle est hyper importante. Donc, il faut savoir s'entourer. Faites du réseau, allez chercher plusieurs réseaux. Ne vous mettez pas que dans un seul réseau parce que tu vois, le futur, il appartient à ceux qui osent rêver et qui construisent, mais qui construisent ensemble, en fait, tu vois. Donc, moi, je dirais juste aujourd'hui que on a besoin d'avoir des équipes, on a besoin d'avoir des alliés hommes, femmes, etc. Tu vois, il y a plein de combats dans tous les sens. On parlait dans quelques minutes d'handicapés, mais du coup, il y a plein de choses. Aujourd'hui, je pense que l'être humain, il est au centre de toute notre réflexion. Et je dis vraiment l'être humain, tu vois, sans mettre valide ou pas valide, parce que pour moi, il n'y a pas de sujet. Et il faut impérativement qu'on s'entraide et que voilà, on ose porter tous nos doigts, hommes et femmes, et qu'on ait envie en fait de mettre un peu de paillettes dans les yeux de tout le monde. Je dis ça parce que j'ai vu un gala hier. Non, mais c'est cool, j'aime bien. Et puis ça rejoint, tu vois, ce que tu disais aussi sur le management, le côté être proche des gens, en fait, parce que c'est le rôle du manager, c'est le rôle, je pense, du parent, c'est le rôle du coach, c'est le rôle en fait, c'est le rôle un peu de tout le monde, les autres autour de toi, ils sont importants, en fait, autant que toi. Si tu penses que toi t'es important, les autres, ils le sont autant. Bien sûr. Et donc, il faut, faire attention aux autres et puis ne pas essayer de dire aux autres qu'ils ont pas d'avenir ou de leur couper leur élan. En fait, je pense que c'est important, au contraire, d'essayer de donner de l'élan à tout le monde. Bon, Siam, tu veux rajouter encore un petit mot ou c'était... Non, franchement, c'est très très bien, c'était top ici. Merci infiniment en tout cas de m'avoir invité. Non, c'était trop cool d'être venu. J'adore ton émission, j'adore ce que tu fais, j'adore toutes les personnes que tu as interviewées, j'ai écouté toutes les émissions. Donc un gros bisou à ma copine Farah parce que j'ai adoré j'ai adoré forcément son passage et tous les autres parce que franchement, il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre, chacun a son histoire et c'est top. Donc continue dans cette lancée, continue d'interviewer plein de personnes. N'oublie pas d'interviewer les femmes. Bien sûr. C'est important. Toujours. Si tu n'as pas de nom, tu m'appelles. T'inquiète. Non, t'inquiète, je fais le max. Je fais le max. OK, très bien. Merci beaucoup Siam. Allez, à bientôt. Ciao. Au revoir. Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akazi.io. Ça s'écrit ACASI.io. Et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.